Black Dogs Bienvenue, mon nom est Mario Cardinal, nous sommes le 2 mars 2005 et, encore une fois, une autre émission de blabla.net. Écoutez, j'ai le sourire aux lèvres parce que je viens de me taper 48 heures, ou je peux vraiment me dire 72 heures de sommeil. C'est un relâche, puis pour moi c'était surtout une façon de reprendre du repos un peu parce que j'étais vraiment fatigué beaucoup. Puis je suis très, très heureux ce soir d'être ici avec vous. Parce que bon, je suis reposé, les derniers 2-3 mois là, j'accumulais de la fatigue, puis là c'est bon d'avoir pu me reposer un peu. Eric, comment ça va? Bonjour Mario, tu pètes le feu ce soir, je trouve. Péter le feu, je sais pas, mais en tout cas, je suis de bonne humeur. En tout cas, ça te va très bien. Je peux te dire que moi aussi, cette semaine, ça a été un peu reposant pour moi. Ça fait 3 jours que je suis en train d'étudier pour un cours, donc je donne pas de cours, je fais juste faire de la préparation de cours. Donc tu te prépares pour un cours certifié que tu n'as jamais donné, puis là, il faut que tu te lances à l'eau pour le donner. Il y a toujours ce qu'on appelle l'expérience des First Teach, et puis là, je suis dedans. Sauf que là, naturellement, c'est une expérience de First Teach qui va probablement être un peu moins agréable parce que le matériel qui est fourni par Microsoft, là, leur matériel certifié, pour ce cours-là, c'est un cours de SharePoint. Là. J'ai nommé le produit. Là. Ben, le matériel certifié de Microsoft n'est pas à la hauteur du produit SharePoint, malheureusement. C'est ton appréciation de regarder le cours à date. Là. Le cours est pas du niveau de qualité de ce qu'il aurait pu être quand on regarde le produit SharePoint, ce que ça peut faire. Le cours donne trop peu, trop tard. Souvent, ce qui arrive quand on raconte du contenu comme ça, c'est que les formateurs le bonifient en modifiant un peu la structure du cours. Donc, probablement que tu vas être... il va falloir que tu sois créatif, que tu réorganises ton cours. Je vais m'impressionner moi-même, je suis sûr, dans les 2 prochaines journées. J'ai bien hâte de voir ce que je vais faire. Moi, j'ai pas de cours à donner, hein. C'est pas ce que je fais au jour le jour. Non, tu te reposes 72 heures, c'est quand même pas pire. Là, c'est la relâche. Écoutez, j'ai pris des vacances, donc je passe 50% du temps avec les enfants, puis à part dormir, l'autre 50%, là, les prochains jours surtout, là, je veux me remettre vraiment dedans avec Enterprise Library. Le produit est sorti depuis fin janvier, j'ai vraiment pas eu le temps de plonger à mon goût. Puis j'ai pas le choix parce que bientôt, là, dans 2 semaines, je vais participer au Code Camp Tree qui est à Boston, qui est une activité Code Camp Tree. Donc le nom le dit, c'est la 3e édition. C'est essentiellement au cours d'un week-end, des gens se rassemblent, font des présentations, tout est gratuit, c'est vraiment une activité communautaire de formation. Puis outre le fait que je vais aller présenter là sur Enterprise Library, je vais animer ce qu'on appelle un Chalk Talk, c'est-à-dire un atelier de design au tableau avec un tableau blanc, ou en tout cas au tableau où on va discuter tous les enjeux d'architecture avec les librairies d'entreprise, avec Enterprise Library. Je vais surtout en profiter pour regarder comment ça se passe parce que je me dis que c'est peut-être une initiative qui pourrait être intéressante à faire ici à Montréal avec la communauté française. En tout cas, on va voir là, ce que ça va me dire. Peut-être que je vais arriver de là en me disant « Ouf, c'est un peu trop ardu. » En tout cas, je vais aussi en tant qu'explorateur. Donc ça, c'est à Boston. C'est bientôt, 12-13 mars. Puis, je sais pas toi, Eric, mais moi, j'ai eu la confirmation que j'étais conférencier au DevTeach 2005, ce qui n'était pas une grosse nouvelle en soi, parce que je m'attendais à ce que ce soit le cas, mais c'est quand même important qu'on soit à un moment donné confirmé. Je vais reprendre justement la même conférence d'Enterprise Library, puis je vais parler d'architecture, ces choses-là. Je pense qu'autour aussi, tu donnes des conférences. Moi aussi, j'ai donné des conférences, sauf que j'ai pas reçu encore ma confirmation. J'ai eu beaucoup de courriels, de problèmes avec mes courriels dans les derniers jours, parce que on change de serveur de courriel où est-ce que je travaille. Et oui, je travaillais auparavant dans une compagnie qui s'appelle 3Soft, mais qui vient d'être achetée par... en fait, les opérations d'une partie de l'entreprise 3Soft ont été achetées par SoftChoice. Et puis là, ça change de serveur. Puis voilà. Peut-être que mon courriel de confirmation a passé entre les cracks. Je suis surpris. J'ai pas reçu de confirmation écrite, mais j'en ai reçu une verbale tout au moins. De toute façon, je serais très surpris que tu sois pas présent pour DevTeach 2005. Assez parlé de nous. On va parler un peu avec notre invité, Éric Renaud. Salut.
Ça va bien, Eric? Oui, ça va bien. Écoute, Eric, nous on commence toujours ici par lire la biographie de notre invité. Donc ça permet à nos auditeurs de situer un peu qui tu es. Puis en même temps de comprendre dans quelle mesure le sujet qu'on va aborder avec toi, ben, c'est un sujet que tu maîtrises. Parfait. Donc, Eric, nos développeurs seniors à la BDC, la Banque de développement du Canada, je pense, oui, c'est ça? C'est ça, oui. La BDC. Où tu travailles présentement sur un projet qui utilise .NET. Donc, tu as travaillé toujours à la BDC sur des projets .NET. Oui. On va leur parler. Tu travailles avec .NET depuis plusieurs années. Mais là, tu travailles sur un projet où tu adaptes un CRM, donc un Customer Relationship Management, un outil de CRM aux besoins de la banque. Au fait, Mario, c'est qu'on a créé notre propre CRM. Donc, au lieu de se baser sur quelque chose dans l'industrie, on a vraiment réanalysé c'est quoi les besoins de la banque et on a recréé le CRM d'un bord à l'autre. Est-ce que ça a rapport au même projet qu'on a eu, parce qu'on parle de la BDC encore, est-ce que c'est le même projet qu'on a parlé la dernière fois à l'émission? Oui, effectivement. Pierre Lamoureux était un des collaborateurs, si on veut dire, on pourrait dire sur le projet. Okay. Mais là, toi, celui sur lequel t'es, c'est une suite à ça. C'est pas parce que je sais que Pierre, ça fait quoi, un an peut-être qu'il travaillait sur ce projet-là, ou c'est toujours dans la même continuité? Oui, c'est tout le temps dans la même continuité. OK. Donc, tu conçois des solutions .NET depuis 4 ans. Grande expérience en architecture, en modélisation. Moi, je t'ai connu à l'époque chez Codagène où on faisait des générateurs de code à partir de modèles UML. Avant de te lancer dans .NET, donc, tu as passé au-dessus de 3 ans à faire du C++. Oui. Puis, entre autres, tu as développé beaucoup de systèmes pour tout ce qui est le ticketing, donc la billetterie. C'est ça, toute la billetterie électronique, donc Walt Disney, toutes les cartes à puces pour être capable de se donner accès, les tourniquets électroniques, c'était tout nous qui fournissaient les services et les machines pour faire fonctionner tout ça. Donc, des systèmes totalement orientés objet de A à Z. Exactement, oui. Avant ça aussi, je sais que tu as donné beaucoup de formations pendant plusieurs années même, je pense. 2 années. 2 années. Donc, beaucoup de formations en orienté objet. Puis, donc, c'était où ça, cette formation-là que tu donnais? Les cours que je donnais, c'était dans un collège en Ontario qui s'appelait la Cité collégiale. Puis, la Cité collégiale, c'était un programme qui formait des techniciens en informatique, des programmes de 3 ans. Puis moi, au fond, ce que j'enseignais, c'était la modélisation sur comment programmer en orienté objet directement en Java. Tu parles d'Ontario. Est-ce que tu es un franco-ontarien? Non, moi j'habitais l'autre bord de la frontière. Donc j'habitais au Québec, mais je travaillais en Ontario. OK, donc tu habitais où, à Gatineau ou quelque chose comme ça? Ça s'appelle Gatineau maintenant, malheureusement. Mais maintenant, moi j'habitais au fond à Aylmer, donc c'était une petite banlieue. Donc sur ta feuille de route, tu as déjà fait du Java? Oui. Ah oui, je sais que chez Codagène, c'était important que les gens qu'on embauchait faisaient qu'ils touchaient pas juste à .NET, mais à Java, parce que notre outil générait autant pour Java que pour .NET. Une dernière chose sur ta biographie, tu dis, on te voit partout où on fait du kendo. Oui. Puis là, j'étais un peu curieux, qu'est-ce que c'est ça, le kendo? Le kendo, c'est un art martial japonais, puis c'est l'art martial qui se vise à transformer une personne en un samouraï japonais. Donc, l'idée, c'est que c'est très intimidant. On met des gros costumes avec des épées, puis on va se frapper dessus pendant quelques heures les vendredis soirs. Avec des épées, là? Des épées c'est des lattes de bambou, au fond. Okay. Donc, on appelle l'épée le shinai, et c'est supposé représenter le katana. Ah. Donc, en gros, quand on fait des code reviews avec toi, faut être tranquille. Disons que j'emmène pas les épées au bureau. Le sujet que tu vas aborder avec nous aujourd'hui, c'est les tests unitaires avec un utilitaire qui s'appelle NUnit. Bon, écoute, on va faire une pause parce qu'avant de parler en plus en détail des tests unitaires, on va aborder nous autres les premières chroniques qui sont les nouvelles du mois. Donc, musique. Écoute, Eric, absolument, c'est toujours toi qui lance les nouvelles du mois. Qu'est-ce qui t'a... là, bientôt, ça ne fera plus une nouvelle du mois parce qu'on est rendu aux 3 semaines. Mais les dernières nouvelles, là, qu'est-ce qui t'a frappé dans l'actualité? Je ne sais pas comment on va appeler ça quand on va être rendu à chaque 2 semaines. Ça va être rendu bitrimestriel. Des nouvelles bimensuelles. Bimensuelles, ouais. On verra ça. Écoute, les 2 grandes nouvelles, moi, qui m'ont épaté naturellement ce mois-ci et tout dernièrement, c'est d'abord, Microsoft est revenu sur sa parole. Il nous avait promis qu'il n'allait pas avoir de nouvelle version de Internet Explorer avant la sortie prochaine de Longhorn. Eh bien, devinez quoi? Ils ont décidé de lancer une nouvelle version de leur Internet Explorer 7. Là, c'est juste annoncé.
Mais c'est quand même une grande nouvelle parce que justement, d'ici cet été, on va avoir une version bêta de ce Internet Explorer 7 téléchargeable pour Windows XP Service Pack 2 ou encore pour Windows 2003. Ça, c'est la chose, c'est que c'est une version d'Internet Explorer juste pour les dernières versions des systèmes d'exploitation de Microsoft, donc rien pour ceux qui seraient sur 2000 ou... En fait, présentement, il n'y a pas eu beaucoup non plus d'annonces sur les fonctionnalités de IE7. Les seules fonctionnalités qu'on nous assure qu'il va y avoir, c'est des fonctionnalités côté sécurité. Et le seul moyen, j'imagine, de bâtir une bonne sécurité, c'est de bâtir par-dessus la version qui est incluse avec le Service Pack 2. Et les améliorations de sécurité là-dessus, sur cette plateforme-là, sont tellement intrinsèques au système d'exploitation, ils ne pourraient pas présentement les ramener sur Windows 2000, apparemment, sans faire des changements majeurs à la plateforme. Si je peux ajouter mon petit grain de sel, cette annonce-là a été faite à la conférence RSA, qui est une conférence de sécurité. Puis il y a beaucoup de gens, leur premier réflexe, c'était de dire « Ah, enfin, ils vont nous mettre, par exemple, les interfaces tabulaires avec des onglets dans Internet Explorer. » Puis je suis pas sûr, moi, que c'est vraiment le focus de Microsoft. Je pense que c'est vraiment plus un focus de sécurité que d'ajouter des fonctionnalités utilisateurs, entre guillemets. Apparemment, moi je vais te dire, j'ai entendu dire au contraire qu'elle allait avoir beaucoup de fonctionnalités utilisateurs, mais que présentement Microsoft n'ose pas faire d'annonce avant le temps. Mais il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup de langues sales qui disent que, en effet, le browsing tabulaire s'en vient. On verra ce qu'il en sera. Autre nouvelle? Autre nouvelle, il y a une nouvelle version de SQL Server qui s'en vient, SQL 2005. Et là, ce qu'on a appris tout récemment, c'est les prix qu'il va y avoir. Ça veut dire deux choses. Premièrement, le produit s'en vient, parce qu'habituellement, quand on annonce les prix, c'est que le produit s'en vient. Et la deuxième chose intéressante, c'est que Microsoft a réussi en même temps à baisser le prix de SQL et à le monter. Tout ça en une seule journée. C'est quand même... tu dis, ils ont baissé le prix, pourquoi? Ils ont baissé le prix parce que maintenant, pour les petites entreprises, il y a une nouvelle version de SQL Server qui existe, qui s'appelle la version Workgroup. SQL for Workgroup, qui est en fait une version de SQL totalement normale, sauf qu'on a enlevé les outils d'analyse et aussi on a enlevé le Reporting Services. Les outils d'analyse, je peux comprendre qu'on a enlevé ça parce qu'après tout, la plupart des petites entreprises sont juste intéressées à avoir ce qu'on appelle l'engin de base de données. C'est un peu triste qu'ils aient enlevé le Reporting Services parce que c'est vraiment probablement les petites entreprises qui bénéficient le plus de cet outil-là. C'est un petit peu triste. Sauf que les petites entreprises, il faut qu'il y ait des développeurs pour développer des applications, donc il y a une barrière à l'entrée quand même. Exactement. Mais là, le prix serait de l'ordre de quoi à ce moment-là pour... Alors, en dollars US, c'est environ 3800 $ US. OK, pour cette version-là. Puis là, il y a des versions plus haut de gamme. C'est ça. Alors, en passant, cette version-là que je viens de dire à 3700 $ US, c'est la version qui vient pour un processeur. Si on achète une version avec ce qu'on appelle des Client Access License, c'est encore moins cher. On parle peut-être dans les... 900$, je pense. C'est ça, même moins que ça, même j'ai entendu. Avec 10 licences. C'est ça. Puis je sais qu'il y a des versions plus standards encore là, puis la version haut de gamme qui est à peu près dans les 25 000$, je pense. C'est ça, la version Enterprise Server, elle, naturellement, la version entreprise de SQL va coûter environ 25 000$. Ils ont réussi donc à passer le prix pour une licence de 20 000$ US à 25 000$ US. Et la version standard est passée de 5 000$ US à 6 000$ US. Donc, ils ont réussi à baisser le prix parce que pour les petites entreprises, eux, ils vont juste acheter la Workgroup. Et pour les plus grosses entreprises, ils vont payer un petit peu plus cher. Mais il va y avoir des fonctionnalités de plus. Microsoft, ils disent, regardez, maintenant, vous avez des fonctionnalités telles que Reporting Services, un meilleur Analysis Services et une interface et une gestion incomparable du serveur. Moi, il y a une chose qui m'a aussi frappé quand j'ai vu cette annonce-là, c'est qu'il y a encore plus baissé le prix, c'est qu'il va y avoir une version d'SQL complètement gratuite. Oui, on en a déjà parlé les semaines précédentes. Donc, la version Express. La version Express qui est totalement gratuite et qui va être idéale donc pour tous ces petits développements-là qu'on fait sur le coin d'une table. Je suis pas sûr que ça sur le coin du table parce que souvent tu as besoin d'une petite base de données quand tu as un site sur un site web. Un petit site web, exact. SQL Express va faire la job puis ça va être gratuit. Puis je pense que ce produit-là, à ce moment-là, va compétitionner, en tout cas, à prix égal, si je peux dire, des produits comme MySQL, qui eux autres aussi sont des produits gratuits. Oui. Je pense que Microsoft, quand ils ont décidé de faire cette version de produit-là, c'était pour réussir à ne pas perdre de part de marché avec les produits open source, entre guillemets. Eric, toi, as-tu quelque chose qui t'a frappé au niveau des dernières nouvelles ou des choses de l'actualité de ces dernières semaines ou ces derniers mois?
Oui, premièrement, c'est que, étant donné que je travaille dans une compagnie où les ordinateurs doivent être plus gros, tout le temps plus rapides, Microsoft vient d'officialiser leur support pour le 64 bits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il va y avoir une version de SQL Server pour 64 bits et les outils aussi, comme par exemple le framework de .NET 2.0 qui va aussi être supporté sur la version 64 bits de Windows qui va sortir durant l'année. Donc, ça veut dire pour nous qui font du développement avec beaucoup d'objets en mémoire, beaucoup de rapports, des gros rapports, des datasets énormes, ça veut dire plus de mémoire, donc plus de support, plus de scalability qui appelle, donc on va être capable de supporter encore plus de transactions. Donc ça, c'est important pour nous en entreprise. Donc tu as hâte de pouvoir déployer sur du 64 bits. Oui, j'ai hâte de voir ce que ça va avoir l'air sur du Windows. Moi, il y a une nouvelle que je voudrais partager, c'est l'annonce par le groupe Pattern and Practices de Microsoft que le mois de mars va être un mois de webcast sur Enterprise Library. Ils vont faire jusqu'à une dizaine de webcasts, dont un de plus de vues d'ensemble. Après ça, des webcasts très spécialisés pour chacun des blocs, que ce soit pour le logging, pour utiliser le caching, pour utiliser le data access. Donc, c'est assez simple. Allez sur le site de Pattern and Practice, on va mettre le lien de toute façon, puis vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Puis c'est de l'information sur cette librairie qui est gratuite puis qui vaut vraiment la peine d'être utilisée. Ceci étant dit, je pense que ça va terminer nos nouvelles du mois. Puis musique. La section qui suit a des problèmes d'enregistrement. Nous nous excusons d'avance. Bien écoute Eric, en premier lieu, qu'est-ce qu'on veut dire par test unitaire? Quand on parle d'un test unitaire, c'est qu'on va demander au programmeur, au fond, d'écrire du code, donc plus de code, pour cibler une fonctionnalité de notre système, donc du code qu'on a déjà écrit. Puis, on va essayer de tester ce code-là avec des réponses prédéfinies, donc des choses à laquelle on s'attend. Et on va écrire du code, donc, qui va tester les objets qu'on a déjà écrits, qui vont vérifier les conditions de retour et qui vont asserter si on a correctement le test est valide ou non. Le code, des tests qu'on va écrire, est-ce que c'est des tests pour des analyses fonctionnelles ou c'est vraiment des tests pour le développeur? Ou des tests pour le testeur? Il y a plusieurs catégories de tests, effectivement. Des fois, on va entendre des termes comme les smoke tests, des tests d'acceptation, des tests d'intégration, des tests de scénario. Un test unitaire à la base, ceux-là qu'on va parler ce soir, c'est surtout les tests qu'on pourrait écrire à la fin quand on écrit des objets pour valider, donc prouver que nos objets fonctionnent correctement. À pour valider pour qui? Pour le développeur? Si on valide pour les programmeurs, c'est une chose. Les programmeurs sont capables de s'assurer que si jamais ils modifient leur objet, le comportement voulu reste. Donc, si je reroule les tests unitaires, disons 6 mois plus tard, je suis capable de revérifier que je n'ai pas cassé le système. Si quand je fais une livraison, je prends la liste des tests unitaires qu'ils ont passés et je le donne à mes analystes d'assurance qualité, par exemple, je suis capable de m'assurer et je leur inspire de la confiance. Je leur prouve que j'ai fait 3000 tests ou 4000 tests, peu importe, sur le système et que ces tests-là ont tous passé. Et ça m'évite aussi les tests de régression. Là, ce que tu amènes, c'est un concept intéressant. C'est-à-dire que si je me reporte il y a 15 ans, en tout cas au début, nous, quand on parlait de tests unitaires, c'était toujours quelque chose que le développeur faisait, mais en aucun cas on automatisait et qu'on pouvait rerouler ou en tout cas relancer tous ces tests-là parce qu'il n'existait pas de framework. Puis là, toi, ce que tu dis, c'est oui, il y a le développeur, mais il y a aussi l'équipe d'assurance qualité ou en tout cas les gens qui sont en charge de tout ce qui est la construction du code, qui eux peuvent aussi rerouler les tests unitaires pour vérifier qu'il n'y a rien de cassé, que tout est encore solide et stable. Exactement. On sait que les régressions coûtent très cher parce que c'est l'équipe d'assurance qualité qui va retourner à l'équipe de développement et qui va leur dire « Vous avez cassé une fonctionnalité ». Si on est capable d'attraper ça avec les tests unitaires, on est capable de se donner un gros gain de performance parce que justement, on le sait en avance. Donc, un framework comme NUnit va te donner cette capacité-là d'automatiser les tests. Parce qu'on pourrait faire des tests unitaires sans framework, se bâtir des jeux de code, mais encore là, pour les rerouler, ces jeux de code-là, ça pourrait être ardu, tandis que si on prend l'approche NUnit, ça va être facile de relancer les jeux. Exactement. NUnit, c'est un environnement, un framework pour rouler et exécuter des tests unitaires. Donc, si je comprends bien, logiquement, ce qu'on va avoir comme 2 programmes à écrire. Notre programme qu'on écrit normalement, plus une série un autre programme qui va faire une série de tests. C'est ça, exactement. Puis là, c'est intéressant parce que de définir quand on va écrire la série de tests. Parce que, par défaut, si je dirais ça, ou en tout cas l'approche plus classique,
c'était de dire on commence par écrire nos classes, ou en tout cas la fonctionnalité qu'on doit livrer en premier lieu, avec une approche par exemple en faisant du pseudocode pour tout ce qui est le design détaillé. Et ensuite, dans un second temps, donc après avoir écrit la première classe, nous on bâtit nos jeux de test. Donc ça c'est l'approche à posteriori, je pense que c'est le bon mot, ouais. Qui est l'approche classique. Tellement classique, si on prend un produit comme Team System, eux vont prendre cette approche-là par défaut. C'est-à-dire que, entre autres, ce que j'ai compris, c'est que le produit Team System va regarder toutes les classes que tu as créées, puis par introspection, va te recréer toutes des nouvelles classes de test automatiquement, sans que tu aies besoin de coder. Donc, il va te faire toute la coquille. Exactement. Le squelette de ce que le squelette. Donc, cette approche-là, l'approche après, c'est l'approche classique de test unitaire. Exactement. Mais il existe aussi une autre approche qui est... Attends, si je me rappelle bien, cette approche-là c'est excellente parce qu'habituellement, quand tu arrives pour livrer le projet, il ne reste plus de temps, donc tu peux sauter cette section-là. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. La moyen de projet où est-ce que des clients, ou en tout cas, pour différentes raisons, on manque de temps, donc on dit, on coupe ces tests, puis c'est pas grave, ça va marcher quand même. C'est malheureux à entendre parce que écrire des tests unitaires, malgré le fait que ça coûte cher, parce qu'il faut les maintenir, il faut y penser, il faut les exécuter, donc il faut planifier comment on va exécuter ça de façon continuelle. Ça coûte cher, mais le gain en bout de ligne est énorme. C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis ça coûte cher. Puis, la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce qui coûte plus cher? Payer upfront, le coût de bâtir des tests unitaires, ou payer un petit peu par petit peu, avec ton équipe que tu arrêtes pendant une semaine de temps pour déboguer en rush un produit. Quand tu calcules le nombre de personnes, 10 personnes pendant une semaine de temps pour chercher un bug, avec tout le rush, puis les enjeux politiques et tout, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Peut-être que les tests unitaires, ultimement, coûtent moins cher, sauf que ils sont à ton budget, sont visibles, parce que les autres, souvent, ils sont invisibles, c'est-à-dire qu'on va les payer par après, puis tu n'auras peut-être jamais besoin de justifier pourquoi ça t'a coûté 10 fois plus que le coût initial. C'est-à-dire, les coûts de maintenance sont astronomiques quand tu n'as pas de jeu de test unitaire. Effectivement, chercher des bugs, c'est quelque chose que personne n'aime faire, je pense. Il y a du monde qui aime peut-être ça, mais moi, j'en fais pas partie, malheureusement. Donc, les tests unitaires, justement, m'aident à trouver les bugs avant qu'on les envoie à l'équipe d'assurance qualité qui, eux, vont nous les retourner. Donc, effectivement, ça coûte encore plus cher qu'avoir écrit les tests unitaires au début. Parce que combien de fois tu es en train de préparer ta livraison 2, oui. Puis pour X raison, imaginons qu'on n'a pas fait de test unitaire, là il arrive un bug chez un client, puis là tu es obligé d'arrêter ta livraison pour sortir des ressources, pour travailler sur le bug, puis là ça crée des délais, des retards. C'est de l'approche classique, hein? Le plus tard tu travailles sur un problème, le plus cher il te coûte. Donc, quand tu dis que ça coûte cher, moi, je suis apporté à dire c'est peut-être gratuit à quelque part. C'est peut-être moins cher de faire des tests unitaires que de ne pas les faire. Ce qui est difficile dans l'industrie aujourd'hui, c'est que quand tu rends explicite un coût, quand tu dis, ben écoute, ça va coûter tant de nombre de jours homme faire ça, ben là, les gens disent, ah, ça coûte ça, tandis que dans l'autre cas, tu l'omets, tu le dis jamais, puis quand tu le fais, quand tu les vis, ben là, essentiellement, c'est sûr que ta réputation en prend un coup, tu passes pour une équipe qui n'est pas capable de livrer la qualité et tout, mais ceci étant dit, tu n'as pas eu peut-être besoin de justifier 6 mois ou un an avant 10 ou 20 ou 30 jours de programmation pour bâtir des tests unitaires. Exactement, c'est vrai. C'est souvent la décision que beaucoup de gestionnaires font, puis avec les effets que ça cause. Ceci étant dit, ce qu'on parlait, c'est que l'approche classique, c'est on fait nos tests unitaires après avoir bâti le bout de code qu'on doit livrer, que ce soit une classe ou une composante. Oui. Parce qu'on peut faire des tests unitaires qu'on soit avec une approche orientée objet ou une approche très procédurale. On peut faire des tests unitaires avec du code COBOL ou n'importe quel langage. C'est sûr que si on les fait avec .NET, on est dans un modèle plus orienté objet. Mais il y a aussi l'autre approche qui est de faire des tests unitaires avant ou en tout cas en même temps, si je peux prendre ce terme-là. Avant, en même temps, c'est vraiment en parallèle. En parallèle, c'est le bon mot. Si je peux introduire le sujet, on appelle ça le TDD, donc le Test Driven Development. Puis en gros, l'idée, c'est que on bâtit les spécifications du système en écrivant des tests, et les tests, naturellement, vont pas fonctionner. Donc, on appelle le processus Red, Green, Refactor, parce qu'au début, les tests fonctionnent pas. On va écrire du code pour satisfaire les tests, et ensuite, quand les tests fonctionnent,
on va écrire d'autres tests, donc ces tests ne fonctionneront plus. On va écrire d'autres codes pour les faire fonctionner. Et ensuite, on est tout le temps en train de refactorer le système pour essayer de nettoyer le code et garder le code le plus simple possible. Puis, moi, l'acronyme, c'est TDD, oui. Pour Test Driven Development. Puis moi, en tout cas, j'aurais aimé ça qu'ils disent Test Driven Design, parce que selon moi, c'est vraiment plus une technique de design détaillé ou de conception détaillée qu'une technique de développement. Parce que, essentiellement, quand tu réfléchis à tes tests en amont, ce qui se passe, c'est que tu réfléchis aussi à quelle montée des interfaces de tes classes, quelle montée les méthodes. Donc, tu es en train toujours de retravailler ton design. Puis, ça change littéralement la façon de faire du code. C'est que l'approche classique où est-ce que tu dis, je bâtis un pseudo-code, c'est plus tellement ça. Là, tu bâtis plus des jeux d'essai, puis là, tu vérifies que tu bâtis juste le code nécessaire pour livrer pour faire en sorte que le code de test passe. La clé, justement, c'est écrire dans le code de production, donc les objets qui vont être livrés en production, le moins de code possible pour satisfaire l'exécution correcte des tests unitaires. Mais juste par curiosité, là, vu que le code est maintenant géré par le test unitaire, comment on va gérer le test unitaire? Est-ce que lui il est géré par un projet? Je veux dire, comment que je commence à écrire mon premier test unitaire? Je demande au client par où je commence? Comment ça marche? C'est vraiment une approche. Le TDD, là, ça change. C'est comme un peu comme les gens qui faisaient du procédural, on leur dit maintenant vous allez faire de l'orienté objet, faut que tu changes. Tout ton monde change de bord. Le paradigme change. Quand on décide de faire du test-driven design ou du test-driven development, le paradigme change complètement. C'est que là, au lieu de réfléchir à ton pseudo-code, donc dire je vais faire ci, je vais faire ça, quand tu bâtis une méthode, tu vas beaucoup plus réfléchir à quels sont les tests. Donc c'est une approche complètement différente. Puis, je ne sais pas, Eric, si toi tu connais du monde à Montréal qui utilise cette technique-là, mais moi je cherche désespérément. S'il y a nos auditeurs qui utilisent ça, au jour le jour, je veux vous inviter pour qu'on parle de test-driven development parce que je pense que les échos que j'ai, ça semble quelque chose de très prometteur. Ceux qui en font, que ce soit aux États-Unis, dans certains blogs, ils n'en parlent que très positivement en disant que ça a changé ma façon de voir comment je conçois des classes. Mais bon, moi, j'ai pas encore la chance de par les contrats que je fais. Puis toi, Eric, je pense pas que tu as la chance non plus d'appliquer ça. On est chanceux actuellement à la BDC. On est en train d'écrire la deuxième phase de notre logiciel. Puis on a basé le développement sur une mini-équipe XP. Puis en XP, la phase de codage, donc la partie où on va physiquement écrire le code, il y a un dicton, c'est « Write the unit test first ». Donc on va écrire le test unitaire en premier. Une fois que ce test unitaire-là sont livrés, on fait juste grossir la librairie de tests unitaires que nous avons. Donc, on commence à utiliser le TDD à la BDC. Donc, vous allez pouvoir, dans 6 mois, votre première livraison est quoi, 6 mois, un an? La première phase de notre système est en déploiement présentement au travers le Canada. Puis, la phase qu'on est en train d'écrire présentement devrait être livrée dans environ 4 mois. Donc, 4 petites itérations de 3 semaines. Si je te comprends bien. Donc, à l'automne prochain, on pourra peut-être parler de test-driven development. Ben oui, c'est sûr. Mettons, pour aujourd'hui, focusons plus sur l'approche test unitaire classique, qui est déjà, malheureusement, là, je dirais qu'il y a au moins 8 organisations sur 10 qui font même pas ça. Puis qui auraient intérêt à appliquer des tests unitaires dans leur approche classique. Donc, on va peut-être plus parler de ça aujourd'hui. Puis, au besoin, je te réinviterai ou je réinviterai d'autres membres d'autres architectes dans ton équipe. Des gens de notre auditoire. Oui, pourquoi pas. Comme j'ai dit, s'il y en a qui en font aujourd'hui, faites-le moi savoir. Moi, je suis intéressé à inviter des gens qui font du test-driven development pour qu'on en parle. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui a un avenir très prometteur. Faut juste, comme l'orienté objet des années 80, c'était juste comme un avenir prometteur. Il a fallu se donner 20 ans pour le démontrer. Donc peut-être, j'espère qu'on n'aura pas 20 ans, mais il va falloir se donner le temps pour que l'industrie reconnaisse les bénéfices du test-driven development. Présentement, dans les compagnies, c'est très populaire les métriques. Donc, écrire des tests unitaires, étant donné qu'on parle de métriques, qu'on parle de chiffres, c'est très avantageux et les équipes de direction aiment souvent qu'on parle de tests unitaires justement à cause qu'on parle de chiffres et on est capable de rapidement cibler le système, de dire comment avance le système. Ah bien, on est rendu à 3000 tests unitaires. Ça prouve qu'il y a beaucoup d'avancement à l'intérieur du projet. Une des choses aussi qui fait que ça peut être intéressant de juste focusser sur les tests unitaires classiques, entre guillemets, c'est que du code qui existe, il y en a plus que du nouveau code à venir. Hein? Exactement. Puis donc, la maintenance de code existant, ben là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses des tests unitaires par après.
Puis encore là, tu as tout un challenge, parce que si tu fais de la maintenance, souvent, on veut que dépenser le minimum. Donc, on perçoit toujours de bâtir des tests unitaires comme étant coûteux. On va essayer, en tout cas, en démontrer comment on peut faire des tests unitaires, démontrer aux gens que c'est pas si dispendieux que ça, même en maintenance, de bâtir des tests unitaires pour prouver que ce qu'on corrige fonctionne. Puis après ça, à tous les fois que tu vas faire d'autres corrections, tu vas pouvoir revérifier, comme tu disais, que tu ne crées pas d'instabilité, au moins avec les tests que tu as rajoutés dans ton Mario, laisse l'invité parler, là. Oui, tout à fait. Comment on fait un test, Cédric? Un test, c'est très facile à écrire. L'idée, c'est d'y penser, premièrement, qu'est-ce qu'on veut tester. Donc, il s'agit de s'installer une bonne nomenclature de comment on va nommer nos tests ou comment on va les séparer. C'est très important. Par exemple, je ne voudrais peut-être pas livrer mes tests unitaires dans le même assembly, donc le même DLL ou l'exécutable que j'ai envoyé à mes clients, parce que eux ne voudraient pas avoir accès à travers la réflexion à tous ces tests-là. Donc, habituellement, une bonne stratégie que nous on a adoptée, c'est qu'on va mettre les tests unitaires dans leur propre assembly de tests. Et ces assemblées de tests-là sont complets avec le système, mais ne sont pas livrés avec le système. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a vraiment deux approches pour où on va mettre les tests unitaires, soit qu'on les inclut à même les assemblées de ce qu'on veut tester. Exactement. Le désavantage, c'est que tu as un couplage fort. Tu déploies même toutes ces composantes-là, pas ces composantes-là, mais ces classes-là qui n'auraient pas besoin d'être déployées en production. Avantage, par contre, de cette approche-là? Si on décide de tout mettre dans les mêmes assemblées, l'avantage, c'est que les tests unitaires vont avoir accès à de l'information beaucoup plus riche, parce qu'ils vont être capables d'inspecter les types à l'interne. Donc, tous les membres privés, tu vas pouvoir les accéder. Exactement, exactement. Si tu, par exemple, ce que vous autres avez décidé de faire à BDC, c'est de séparer, donc de mettre dans un autre assembly. Là, tu as l'avantage d'avoir un découplage et tout, mais sauf que là, comment tu fais pour accéder les membres privés, ça devient problématique dans certains cas. Exactement. Je dois admettre que des fois, l'architecture qu'on a choisie nous aide à faire ceci, parce qu'étant donné qu'on a une architecture d'entité, on est capable de tout le temps demander à un objet, c'est quoi les données que tu contiens, parce que les entités, au fond, ce sont seulement des conteneurs de type business. Donc, en demandant à l'entité, donne-moi les données que tu as, on est capable d'inspecter vraiment c'est quoi le contenu que l'entité est en train de nous servir. Donc, nous, on est chanceux, l'architecture nous aide dans ce cas-là. Je sais qu'un pattern classique pour solutionner ce problème-là, quand on décide de se séparer dans des assemblées différentes, c'est littéralement, quand on fait nos tests, de faire une sous-classe de la classe principale dans laquelle on exposerait, par exemple, les membres privés. Puis cette sous-classe-là, elle est créée juste dans ton test unitaire. Exactement. Donc, il faut être capable de pouvoir aller lire le contenu des membres privés sans toucher ton code de production qui, lui, continue à avoir les mêmes interfaces que ce qui était prévu initialement. Effectivement. Ça serait idéal. Moi, j'ai une question, moi. Là, on parle de tests unitaires, puis là, on parle beaucoup, je pourrais dire, des entités d'affaires, on parle beaucoup du data layer, mais est-ce qu'on peut faire des tests unitaires sur des interfaces, sur des sites web, sur des interfaces Windows? Il y a des patterns d'architecture, par exemple, si on parle du MVC, qui vont nous permettre de découpler la partie vue de la partie fonctionnalité, de la partie donnée de notre interface graphique. Donc, un test unitaire serait très apte, justement, dans ce cas-là, à tester la couche de données, donc s'assurer que les données que la couche graphique afficherait sont bonnes. Puis aussi, il serait capable de tester et de vérifier les fonctionnalités que cette interface graphique-là... Le est très important, Eric. Imaginons que j'ai une application monolithique. Oui. Ou, par exemple, l'application très typique, quelqu'un qui, pas qui commence, mais en tout cas qui a moins d'expérience en développement d'entreprise, c'est-à-dire, j'ai un bouton, sur le clic du bouton, je mets 75 lignes de code. Par exemple, je fais toutes mes accès aux données, je fais toute la gestion aussi de mon interface. Si tu as bâti ça comme ça va être très difficile de faire des tests unitaires parce que tu n'as pas de découplage. Il faut essayer d'accrocher des tests unitaires à ta couche de présentation, puis les frameworks comme une unit ne sont pas faits pour s'accrocher à des couches de présentation. Exactement. Dans ce cas-là, il y a d'autres types d'outils que justement, c'est des outils d'automatisation de tests. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont simuler qu'on déplace la souris à l'écran, ils vont simuler qu'on clique sur un bouton, ils vont simuler qu'on tape du texte dans un text box. Donc, ce type d'outil-là, pour ce type d'application-là, pourrait être utilisé. Ça a toutes ses faiblesses aussi, parce que si tu changes de point un peu dans l'interface, tout change. Exactement. Quand on parle de tests unitaires, l'idée, c'est qu'il faut absolument que tu ailles découpler en couches ton code, parce que tu ne veux pas te connecter à la couche présentation, tu veux te connecter soit à la couche affaires ou soit à la couche de données, supposons que c'est en 3 couches. Puis là, c'est ces couches-là que tu vas pouvoir facilement tester, parce que tu vas avoir des interfaces. Quand je dis interface, là, c'est
des méthodes qui vont être très claires. C'est ce que c'est. Exactement. Aussi, des fois, on va mêler le développement de tests unitaires avec le refactoring, parce que le refactoring va nous permettre de justement isoler certaines parties, puis de changer la location physique dans notre système de certaines fonctionnalités, dans le but justement de les isoler et de mieux les tester. Donc, si on comprend bien, si vous avez bâti votre application d'approche monolithique, puis là, vous voulez rajouter des tests unitaires par après, vous allez frapper un mur. Oui. Parce que vous n'aurez pas ce qu'il faut d'un point de vue architectural pour être capable de le faire. Non, il faut refactoriser. Tu n'auras pas le choix de refactoriser. Donc, finalement, ta partie de tests unitaires va te prendre plus de jours que ce qu'elle avait prévu parce que tu es en train de faire plus que juste bâtir des tests unitaires. Exactement. Puis là, c'est là que c'est intéressant d'avoir fait les tests unitaires en parallèle du développement. Parce que quand tu bâtis les tests unitaires en parallèle, ça te force, en faisant ça, à bien structurer ton architecture, c'est-à-dire à bien découpler ton code en couches très logiques, où est-ce que chaque couche a des interfaces très claires, ou en tout cas un couplage très faible avec l'autre couche. Pour les systèmes existants, par contre, c'est sûr qu'on n'aura pas toute la panoplie de tests unitaires qui existent. Comme si je m'attaque à un nouveau système existant parce que je dois le maintenir, lui donner plus de fonctionnalités, je risque de ne pas avoir 3000 ou 4000 tests unitaires, je vais peut-être seulement en avoir un ou deux. Et une technique qu'on utilise à la BDC, c'est qu'à chaque fois qu'on a un nouveau bug, on va écrire un test unitaire pour s'assurer que le bug existe. Donc, le test unitaire, au début, ne passera pas parce que le bug est encore présent dans le système. On règle le bug, et la preuve qu'on a réglé le bug correctement, c'est que le test unitaire fonctionne. Donc, c'est une belle technique qu'on pourrait utiliser dans un système existant où qu'on n'a pas déjà tout bâti les tests unitaires à l'avance. Puis là, je vais aborder la partie maintenance, parce que c'est quelque chose que moi, je vis au ministère de la Justice. Imaginons qu'on a du code qui a été bâti une approche un peu monolithique. Comment on peut aisément le séparer pour être capable d'implanter des tests unitaires? C'est au moins de découpler la couche présentation avec une autre couche qui va juste être du code procédural. Le pattern classique selon Fowler, c'est un transaction script, donc un script transactionnel dans lequel je vais avoir une procédure avec une méthode, donc un point d'entrée qui s'attend à avoir X nombre de paramètres, un point de sortie qui est sa valeur de retour. Puis un coup que j'ai découplé ça, je suis capable de faire au moins des tests unitaires sur ce bout de code-là. Comme tu dis, c'est un peu plus faible parce qu'on a moins de tests unitaires, parce qu'on a vraiment à ce moment-là, on peut avoir des routines qui peuvent avoir 70, 80, dans certains cas, moi j'ai vu des choses qui ça pouvait aller jusqu'à 600 lignes de code, c'est épeurant quand on voit ça, on dit wow. C'est peut-être pas les meilleures approches, là, mais reste quand même au moins que tu découpes, puis là tu es capable de bâtir des tests unitaires pour t'assurer que ce bout de code-là marche. Donc en maintenant, ça serait une approche à faire si on a du code existant. Puis, mais si tu as la chance de construire nouveau, ou d'approche que tu disais, là, littéralement, de bâtir un test initial pour vérifier que ça ne marche pas, pour ça corriger, c'est quelque chose après ça que tu vas toujours garder dans ton patrimoine de tests que tu reroules à toutes les fois. Exactement. Puis en plus, ça s'assure que le bug, si jamais il revient parce que quelqu'un d'autre a touché au code et a défait le bug, au fond, ou défait la correction du bug plutôt, ça nous assure qu'on est capable de l'attraper avant de relivrer. Peux-tu me parler un peu plus de comment tu vas bâtir un test? C'est-à-dire le framework and unit. Comment c'est-tu juste une classe que je construis ou c'est pas une classe, c'est juste une méthode? Comment ça fonctionne? En gros, le système le framework que NUnit nous offre, ça fonctionne avec des attributs. Donc, NUnit, ça a été basé sur une autre version d'un autre système qui s'appelle JUnit pour Java, qui était basé sur l'héritage. Quand on utilise les attributs, tout simplement, c'est qu'on va marquer certaines méthodes de qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent. Par exemple, on va marquer la classe initiale de testFixture. Donc, testFixture va indiquer à NUnit que c'est une classe qui contient des méthodes de test. Donc, quand tu fais une classe, tu y tags un attribut testFixture, tu es en train de dire à NUnit, ça c'est une classe de test. Exactement, oui. OK. Ensuite, une fois qu'on a créé une classe de test, chacune des méthodes qu'on va préfixer de l'attribut test va être un test que NUnit va pouvoir exécuter. Donc, tu as créé autant de méthodes dans lesquelles tu vas avoir l'attribut test que tu vas avoir des tests à faire. Exactement. Donc, les classes permettent de mieux ségréguer, donc mieux compartimenter les tests qu'on veut, donc les regrouper ensemble. Puis les méthodes, eux, ce sont les tests individuels qu'on va essayer de rouler. Donc quand tu parlais tantôt de 3000 tests unitaires, tu parlais de 3000 attributs tests. Exactement. Donc, ça veut dire qu'on a n objets et un total de 3000 méthodes. Probablement, juste par curiosité, sais-tu c'est combien d'objets de TextFixture que vous avez dans le vote? Tu as une idée à peu près? À la BDC, présentement, sur le nouveau système, nous avons environ 3500 tests. Et ces 3500 tests-là sont répartis sur environ 80 ou 90 TextFixture. Donc 90
objets ou 90 classes. Oui. L'avantage que nous, on a eu, c'est que, étant donné que nous avons un système client-serveur et que nos entités d'affaires peuvent rouler du côté serveur, dont avoir accès directement aux données, ou les entités d'affaires vont rouler sur le serveur et vont communiquer avec le serveur à travers des web services. Nous, on a utilisé un truc que la classe de test de base qui teste les entités d'affaires, on l'a fait dériver, puis on fait juste changer les constructeurs, ainsi de suite, pour changer comment l'initialisation de ces objets-là fonctionne. Donc, chaque test est effectué comme s'il était sur le serveur, et le test est réeffectué comme si l'entité d'affaires était sur un poste client. Okay. Donc, ça dédouble nos tests. Un coup que j'ai défini que j'ai une méthode, et que j'ai mis l'attribut test, qu'est-ce que j'écris dans le code, dans le test? Ça a l'air de quoi le contenu d'une méthode? En gros, il faut premièrement cibler qu'est-ce qu'on veut tester. On va dire, par exemple, disons que j'ai un objet qui s'appelle DateTimeHelper. Donc, c'est un objet qui va m'aider à travailler avec des dates. Cet objet-là va nous offrir des fonctionnalités que je vais vouloir tester. Donc, chaque test doit être très isolé. Donc, aucun test ne doit dépendre d'un autre test, premièrement. Et ce test-là, tout simplement, c'est je vais établir qu'est-ce que je veux tester. Je vais tester les conditions. Puis ensuite, NUnit me fournit un objet qui s'appelle assert. Et assert me fournit des primitives, par exemple r=. Donc, est-ce que le résultat que le retour de l'objet que je teste ou la fonction, est-ce que c'est égal à qu'est-ce que moi je veux que ce soit égal? Donc, les post-conditions de la fonction. Ensuite, je vais avoir is true, is null, is false. Puis aussi, dans certains cas, je vais avoir la fonction fail, tout simplement, qui va nous dire au système, je veux que le test, à ce moment-ci, à cause que j'ai rentré dans, par exemple, un else, je veux tout simplement que le test ne fonctionne pas. Donc, si je te comprends bien, la méthode qui fait qu'il y a un test, donc tu vas instancier tes fameux objets, oui. que tu veux tester, tu vas appeler des méthodes dessus, puis après ça, tu vas faire un assert pour dire, je veux vérifier que, par exemple, la valeur de retour de cette méthode-là est bien égale. Si j'y ai passé, par exemple, les paramètres 3 puis 4, mettons que c'était une méthode qui faisait une addition. Donc, moi, je vais faire un assert après ça en disant, ma valeur de retour devrait être 7, parce que 3 plus 4 me donne 7. Exactement. Puis, si lui, il trouve pas 7, le test va planter. Puis, s'il trouve 7, on va dire, c'est beau, ça passe. Puis là, je viens de faire tirer un jeu de test, qui était de tester que 3 plus 4 égale 7. Exactement. Donc, on va le voir rapidement. Il y a deux façons de tester. Il y a deux interfaces à NUnit. Il y en a un qui c'est pour les consoles, donc ça permet de rouler tous les tests unitaires à l'intérieur d'un assembly de façon automatisée, par exemple à l'intérieur d'un night build. Donc tous les soirs, quand le système est rebâti, on reteste tous les tests. Et le deuxième, il y a une interface graphique, donc tous les tests apparaissent à gauche dans un tree view. Si le test passe, il devient vert, et s'il ne passe pas, il devient rouge. Donc très rapidement, on est capable de voir quels sont les tests qui passent et qu'est-ce qu'on vient de casser en faisant une modification. Donc, c'est encore là, le fait que tu dis qu'il y a deux approches, l'approche visuelle avec un GUI pour le développeur, puis une approche console pour vraiment les gens qui sont responsables de pouvoir faire l'intégration continue du code, donc la compilation du code, vérifier qu'il n'y a pas de brisure. Eux, ils fonctionnent avec l'approche console, avec l'application qui lance, par exemple, comme tu dis, la nuit lorsqu'on automatise la construction des builds. Oui, exactement. Donc, encore là, les tests unitaires, ça démontre vraiment que c'est pour deux besoins. Pas juste le développeur, mais pour toute l'équipe en entier, s'assurer qu'on ne crée pas d'instabilité lorsqu'on change du code. Un coup que j'ai défini qu'est-ce qui est ma méthode, comment je dois réfléchir pour tester? Comment je réfléchis pour tester? C'est quoi qu'on teste? Actuellement, les cas les plus typiques, là. J'ai des résultats. Il y a plusieurs choses qu'on peut tester. Premièrement, si par exemple j'ai des primitives comme des objets helper, comme par exemple si je suis dans un domaine de mathématiques et j'ai un objet qui est capable d'additionner des choses ensemble, je vais tester que lui est capable de tester correctement. Donc je vais valider le fonctionnement de cet objet-là. Si j'ai des objets de base de données, je vais vérifier naturellement les CRUD, donc les create, les read, les update, les delete. Donc s'assurer que ces choses-là fonctionnent en tout temps. Donc, juste par curiosité, puisque je parlais de la fonction mathématique, tu devrais-tu faire ça sur toutes les combinaisons possibles de nombres ou tu fais juste cibler 3-4 additions puis tu dis, bon, ça marche, ça veut dire que ça fonctionne bien? Ça dépend, je pense, de c'est quoi l'importance de cet objet-là dans le système. Si, par exemple, on additionne deux dates ensemble, on peut faire des colimites. Donc, on va tester qu'est-ce qui arrive. Par exemple, le fameux bug de l'an 2000, ça aurait été un bon test unitaire parce que ça aurait été un colimite. Mais si on bâtit un système que lui est expert à additionner deux chiffres ensemble, par exemple, je peux tester quelques combinaisons, je peux faire des combinaisons aléatoires. Je pourrais écrire aussi d'autres objets qui sont capables de valider le résultat de ces objets-là. Ce sont toutes des stratégies.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir le cas classique, là, qui peut être un cas, mais tu n'en fais pas 25 parce que ça n'a pas de valeur ajoutée. Tu vas tout de suite te préoccuper de mes cas limites, mes cas frontières. Exactement. Parce que les autres sont intéressants parce que c'est là que souvent... les problèmes sont là. Actuellement. Hein. Quand je dis ça, parce que naturellement, je me rappelle encore du célèbre bug du Pentium qu'il y avait eu il y a quelques années, où est-ce qu'il y avait des fois des erreurs dans les divisions. Et je me demande si les tests unitaires, il n'y en avait pas fait assez là-bas, ou si ça aurait pu régler ce problème-là. Effectivement, peut-être qu'il aurait pu trouver ça. Est-ce que... Là, on parle aussi, parce que tu as la stratégie où tu dis, je veux faire des tests qui vont passer, que je m'attends que ça donne de bons résultats. Mais est-ce qu'on peut faire l'inverse, c'est-à-dire, je vais faire un test que je veux absolument qu'il plante, que ça génère une exception, par exemple? Exactement. Quand on parle de ça, des fois, on va introduire des mock objects. Donc, quand on veut cibler une fonctionnalité, naturellement, il y a l'objet principal, donc c'est avec lui qu'on va interagir, mais cet objet-là, habituellement, vit à l'intérieur d'un système, donc il va avoir d'autres objets collaborateurs. Puis ces objets-là collaborateurs, si on parle d'un objet qui représente une connexion à une base de données, si je veux tester le cas où comment que mon système réagit quand j'ai un timeout SQL. Ça peut être une situation qui est très dure à répliquer, mais en utilisant un mock-object d'une connexion SQL, je serais capable de systématiquement lancer cet événement. Je vais faire un Eric de moi-même. Tu as dit le terme mock-object. Donc, qu'est-ce que c'est ça, un mock-object? Un mock-object, c'est un objet donc qui représente un autre objet. Donc, il va avoir la même signature, la même interface qu'un autre objet, mais un comportement différent, prédéfini. Okay, si je comprends bien, tu parles d'un objet que c'est trop coûteux de le faire ou c'est techniquement impossible de le faire. Donc, tu vas créer c'est un mock, c'est le terme qu'on utilise. Tu vas créer quelque chose qui a la même signature, la même représentation, mais qui a la responsabilité de te faire le comportement attendu de cet objet-là. Donc, par exemple, une collection en BD, si tu n'as pas de BD physique réelle, en faisant un mock-objet qui représente une collection en BD, tu vas avoir le contrôle, par exemple, pour simuler un timeout. Oui, effectivement. Une autre chose qu'on peut faire, c'est, je peux vous donner un exemple, c'est que où que je travaille, on a développé une stratégie à l'intérieur de nos objets. Donc, comment que quelque chose est calculé dépend d'une stratégie. Dans les tests unitaires, c'est trop compliqué de tester toute la stratégie. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est que l'objet, on lui donne une stratégie, donc un design pattern de Gang of Four. Et on va dire, cette stratégie-là redonne tout le temps le même résultat. Donc, on est capable de tester une partie du système sans se préoccuper d'une deuxième partie du système parce qu'on a fourni la stratégie qui va tout le temps donner le même résultat. Ce que vous avez encapsulé, la stratégie, là, il est encapsulé dans un mock-object. Exactement. Qui représente, par exemple, tu pourrais avoir un sous-système qui serait un système comptable. Tu ne veux pas traîner avec toi tout le système comptable, donc tu fais juste un objet qui représente le système comptable, puis avec les interfaces, les méthodes que tu y passes, puis là, lui, il retourne des résultats qui sont quand même réalistes, mais qui permettent de pouvoir de pouvoir avancer et tester ton système. Parce que ça permet de mieux cibler le test qu'on essaie de faire. OK. Eric, c'est quoi un bon test? Un bon test, c'est un test qui va cibler une chose, seulement une chose. C'est un test qui ne va pas dépendre de d'autres choses, donc qui ne va pas présumer que l'environnement est dans un état particulier, donc qui va mettre l'environnement dans l'état que lui a besoin pour effectuer le test, et qui va remettre l'environnement dans son état initial par après. Okay, donc, il ne faut pas qu'il y ait aucune dépendance sur d'autres tests. Exactement. C'est une des choses qui est vraiment importante. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'un bon test, ce serait quoi un mauvais test? Un mauvais test, un mauvais test, ça peut exister, mais une suite de mauvais tests, c'est quand on ne va pas tester correctement le système. Par exemple, si on a 25 cas limites et qu'on a seulement un test qui teste un de ces cas limites-là, ça nous donne une très mauvaise couverture de code. Ou, par exemple, s'il y a des méthodes qu'on ne teste pas du tout. Exactement. Donc ça, c'est un autre problème. C'est qu'on dit, j'ai fait 25 tests unitaires sur 10% du code. Donc, c'est pas vraiment indicatif de la réalité. Donc, tu aurais comme des méthodes orphelines. Ça peut être un bon terme. D'ailleurs, je sais que le produit Team System, c'est une de ses fonctionnalités, c'est de te montrer visuellement toute ta couverture de code que tes tests font. Donc, de suite, pouvoir te dire que tu as 40% ou 50% du code que tu couvres, mais il y en a une grosse partie que tu ne testes même pas. Ça s'en vient par Microsoft, ça s'en vient justement dans Visual Team System. Et il y a d'autres outils, justement, présentement sur le marché, par exemple Bounce Checker, qui offre un service qui s'appelle Code Coverage, qui va nous dire exactement combien de code qu'on a passé à travers. Puis Bounce Checkers, on va avoir un lien là-dessus, hein? Ouais. Une anecdote que j'ai lue, moi, sur justement les tests unitaires puis la couverture. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui avait commencé à regarder partout dans le code où est-ce qu'il y avait des tests unitaires puis où il n'y avait pas de tests unitaires. Puis il a fait une corrélation avec les bugs que le système qu'on détectait.
Puis la personne est arrivée en lui disant, ben voici, il a démontré que les bugs étaient toujours dans les systèmes où est-ce qu'on avait vraiment une couverture pourrie. Quand on avait une bonne couverture de test, il n'y avait presque pas de bugs. Donc, pourquoi cette anecdote-là était intéressante, c'est que ça avait démontré aux clients que les tests unitaires, ça coûte rien quelque part. Parce que des fers en aval, ben, ça coûte bien moins cher que d'essayer de corriger par après dans ton processus de débogage. Ça, ce projet-là que tu parles, ça, c'était les projets là, de la NASA pour aller sur Mars, là? Non, c'est des projets... je pourrais fournir la source. Là. D'ailleurs, un des livres qu'on va recommander, c'était dans ce livre-là que j'avais lu cette anecdote-là. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Parlant de livres qu'on recommandé, écoute, je sais pas si c'était quelque chose d'autre que tu voulais rajouter sur les tests unitaires. Moi, je pense qu'on vient de faire le tour vraiment bien de qu'est-ce qu'un test unitaire de base, sans rentrer trop tôt dans le TDD, donc comment qu'on pourrait vraiment adopter ça à un processus. Parfait. Donc, on va passer à notre musique, puis on va aller aux chroniques du mois. Les chroniques du mois. Ben écoute, on a absolument 2 chroniques, là, les livres qu'on recommande, les sites web, les outils. Donc, Eric, est-ce que tu as un livre que tu aimerais recommander à nos auditeurs? Le livre que j'aimerais recommander s'appelle Pragmatic Unit Testing in C#. Les auteurs sont Andy Hunt et Dave Thomas. C'est un livre qui est vraiment bien parce qu'il nous explique justement comment simple que c'est écrire des tests avec NUnit et va nous donner quelques best practices. Est-ce que c'est le même Dave Thomas d'une célèbre chaîne de restauration rapide? Je ne sais pas. En tout cas, son nom d'écrivain, c'est David, donc c'est probablement pour se différencier. Je sais qu'une des choses intéressantes de ce livre-là, c'est que c'est pas une brique de 800 pages. Non, c'est un livre très simple à lire, ça peut se lire sur un week-end. 159 pages, puis ça couvre vraiment ce qu'on doit savoir. C'est un livre rapide à lire, je savais c'était du fast-food. C'est O'Reilly qui publie ça, donc on va mettre le lien. Moi, j'ai un autre livre, je pense que toi aussi tu avais ce livre-là, Eric, qu'on voulait aborder, c'est le livre Test Driven. On a parlé de tests en aval, en amont. Il y a un livre chez Microsoft Press qui parle beaucoup de ça, qui s'appelle Test Driven Development in Microsoft.net. C'est de James Newkirk, qui est un des pères fondateurs, en tout cas, de toute l'approche test unitaire avec Extreme Programming. Puis, c'est un livre intéressant pour ceux qui se posent la question comment on peut changer nos habitudes, puis vraiment faire du design en utilisant des tests. Là, ça explique tout ça, comment ça fonctionne. Aussi, il y a un autre article que je pourrais recommander sur le MSDN. C'est un article qui est paru dans le MSDN Journal l'an dernier et il s'appelle Test Driven C#. Donc, c'est vraiment comment faire des tests avec C#. Okay. Donc, je mettrai le lien, j'imagine, sur le site. Moi, j'ai annoncé aux gens de venir s'inscrire pour être notifiés quand on a de nouvelles émissions. J'ai une copie, moi, du livre Test Driven Development in Microsoft.net que je vais faire tirer. Donc, les gens qui écoutent l'émission, si vous n'êtes pas déjà inscrits, venez vous inscrire. Puis le mois prochain, au début de l'émission, on va faire tirer, puis on annoncera qui aura gagné la copie du livre. Comme le mois passé, on communique après ça avec la personne, puis on lui remet le livre. Puis c'est une façon là, de pouvoir interagir avec notre auditoire. En tout cas, si on ne le peut pas verbalement, au moins à travers des petits cadeaux. Je pense que la personne va aimer ça parce que c'est un bon livre. Tout à fait. Est-ce que tu as un site web ou des blogs ou un outil que tu t'aimerais recommander aux auditeurs? Pour ce qui est des blogs, j'en ai pas trouvé directement sur les tests unitaires. Par contre, NUnit offre certains blogs qui vont justement nous montrer c'est quoi l'évolution de NUnit, qu'est-ce qui se passe dans le développement de cet outil-là, parce que c'est un outil dans le domaine public. Il y a un site web, par contre, que j'aimerais recommander, c'est testdriven.net. Donc, testdriven.net, c'est un site web avec un utilitaire qui permet de s'intégrer à Visual Studio.net pour justement améliorer la façon qu'on va s'intégrer avec NUnit. Donc, les c'est un add-in qui est dans ton Visual Studio.net pour faire en sorte que ton NUnit soit tout visuel, si je comprends bien. Parfait. C'est exactement ça. Donc, ça permet aux développeurs de mieux travailler avec l'outil et au lieu de tout le temps partir l'outil NUnit et lancer son test de façon très manuelle. Donc, ça te permet d'avoir ce que Team System va nous fournir dans un an d'ici, mais aujourd'hui. Le futur aujourd'hui, oui. Le futur aujourd'hui. Parlant de Team System, il faut quand même faire une petite note que les tests unitaires dans Team System vont être très semblables à NUnit, mais ne seront pas tout à fait pareils comme NUnit, sauf que si on a utilisé NUnit, on va pouvoir sauter avec Team System très aisément.
toute façon, si je me trompe pas, NUnit vont s'adapter puis ils vont rendre ça compatible avec le système de Microsoft. Peut-être tu vas avoir une coche en disant je veux être Team System ou Team System Compliant. Mais quoi qu'il en soit, c'est un framework qui nous simplifie la vie. Bien, Eric, ce fut très plaisant. Pour terminer, j'aimerais peut-être juste aborder quelque chose avec toi en ce qui touche les tests unitaires. Est-ce que ça demande des changements au niveau de l'organisation du travail, c'est-à-dire les gens, l'équipe, est-ce qu'elle doit changer sa façon de faire pour vraiment se mettre au test unitaire ou c'est quand même assez simple à mettre en place? Les compagnies qui font déjà le processus de code review, donc vraiment s'assire avec un pair pour quelqu'un d'autre, un collègue, pour revérifier le code, vont trouver que s'intégrer avec les tests unitaires, c'est très facile parce que le test unitaire va encore mieux expliquer la solution. Donc, c'est très facile pour le pair, après ça, de vérifier que le code a été bien fait et de le mettre dans une situation. Donc, ces compagnies-là vont trouver ça très facile à intégrer. Les autres compagnies, c'est sûr, il va vraiment falloir se mettre dans le mindset qu'il faut adopter ces tests-là et les planifier dans l'échéancier, justement, pour pas attaquer ce problème-là à la dernière minute. D'ailleurs, pendant qu'on y est, moi aussi, je vais faire un appel à tous. S'il y a des compagnies qui font du code review, je pense que ce serait intéressant de vous manifester parce que j'en connais pas beaucoup. Ça serait un sujet fort. En tout cas, c'est démontré que la façon la plus facile et la moins dispendieuse d'augmenter la qualité du code, c'est de faire des revues de code. C'est ce qui coûte le moins cher, qui donne le meilleur rendement. Puis malheureusement, on ne le fait pas toujours. En terminant, Eric, on a reçu un courrier d'un de nos auditeurs pour toi, où la personne nous disait, écoute, j'ai une question ou quelques petites questions pour Eric Renaud. Essentiellement, on a parlé de mock-object un peu plus tôt. Donc, lui, il voulait savoir quand est-ce que tu recommandes de mocker les objets. Donc, quand est-ce que tu recommandes d'utiliser les mock-objects? La meilleure utilisation des mock-objects, c'est si on utilise des design patterns, le design pattern de stratégie. Donc, on va vraiment être capable de remplacer une partie du système par un objet mock. Ou quand on veut tester les systèmes frontières, par exemple, un accès à une base de données, un accès à un legacy system, un accès à un mainframe. Ce sont tous des cas où que les mock-objects vont vraiment devenir très pertinents pour être capable d'isoler les tests et de les rouler de façon très automatisée, sans avoir une dépendance physique sur le système qu'on veut tester. Parce que l'idée des mock-objects, c'est parce qu'on veut être capable d'automatiser et de rouler les tests on and on à toutes les jours, à toutes les fois qu'on build, entre autres quand on fait l'intégration continue. Sujet qu'on va aborder lors de la prochaine émission avec notre invité. Donc, on va parler de continuous integration. Puis les tests unitaires et continuous integration, c'est intimement lié. Donc, si on veut être capable de pouvoir rouler les tests quand on a des mock-objects, ça devient simple à ce moment-là. C'est la solution parfaite. OK. Ben écoute, Eric, c'était bien plaisant. Merci. C'était bien de venir. Puis, on te remercie. Ben, bravo, hein, Eric. Bien fait ça. Puis, sur ça, on vous souhaite de passer une bonne semaine et on se revoit dans 3 semaines pour parler d'intégration continue. Et, bonne programmation.net à nos auditeurs. Merci, Eric. Merci, Mario.